Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bon, nous sommes au complet aujourd'hui pour continuer notre étude du propre de l'homme, de la notion de propre de l'homme, donc qui sont euh, donc une série d'au moins 4 émissions, hein, puisque c'est un sujet important, hein, visiblement qui a beaucoup d'importance, et mes lectures présentes me le confirment. Et donc, suite à la présentation que j'ai faite la dernière fois, aujourd'hui c'est Christian qui va nous présenter sa vision du propre de l'homme. Christian. Oui, merci Luc. Bonjour à tous. Donc, quel est le propre de l'homme? Alors, je pense qu'avant de se demander quel est le propre de l'homme, il convient de se demander qu'est-ce que c'est que le propre? Qu'est-ce que ça veut dire le propre de? Donc, c'est la notion de fonction propre. D'où un préalable méthodologique. En fait, quel type de recherche on va poursuivre à travers cette étude de la notion de fonction propre? À mon sens, il y en a deux possibles qu'il convient de ne pas confondre et de ne pas mélanger si on veut aboutir à une conclusion efficace. Bon. C'est d'une part l'étude des causes, et on est dans la causalité ou l'étiologie, et d'autre part l'étude des fins, on est dans la finalité ou la téléologie. Alors, si je prends la précaution de bien distinguer les deux, et de mettre en garde contre leur confusion réciproque, c'est précisément parce que ce défaut me paraît courant. Et je dirais même qu'il est favorisé par l'emploi polysémique du mot cause. D'ailleurs, cet emploi polysémique a, à mon avis, troublé un certain nombre de penseurs reconnus. Emploi polysémique du mot cause qui, si on la colle à l'adjectif final, ça fait cause finale et ça devient un synonyme de finalité. Alors que si on la colle à celui d'efficient, cause efficiente, il signifie vraiment la cause première, la cause fondamentale, la cause essentielle, celle-là même, la seule cause qui peut engendrer plusieurs effets, eux-mêmes à leur tour fâcheusement et disons trompeusement dénommés causes, car ils sont susceptibles de produire d'autres effets de deuxième niveau. Par exemple, confondre l'anthropocentrisme, le sentiment de supériorité, l'hubris, la sociabilité, le capitalisme, la technologie, qui sont tous des causes finales, les confondre avec des causes de type absence de poils ou langage. Je prends exprès deux exemples qui n'ont rien à voir entre eux, ils n'ont rien à voir entre eux, mais ils ont entre eux quelque chose de commun, c'est que ce sont des causes efficientes. En ce sens que ce sont des causes susceptibles précisément d'avoir permis ce que je viens de citer, l'anthropocentrisme, le sentiment de supériorité, l'hubris, la sociabilité, etc., etc. Alors cette confusion, qui en sens très importante, bon, peut-être que vous pensez qu'elle ne l'est pas, ou que d'autres pensent qu'elle ne l'est pas, cette confusion, elle a été pointée par de nombreux penseurs, dont notamment Spinoza, dans le cadre de son approche du naturalisme rationaliste, dans la première partie de l'éthique, et dans lequel il dénonce les fausses croyances finalistes, en affirmant, alors, il s'agit de la nature, hein, il dit qu'il n'y a pas de fin au sein de la nature, il dit que la nature va quelque part, mais elle ne sait pas où elle va, et qu'il n'y a que les causes premières qui produisent des effets, bon, des effets constatables, et qu'on a tendance à confondre les effets, donc les causes finales, avec les causes premières, les causes efficientes. Bon, alors, cette petite parenthèse, ce petit détour liminaire étant fait, on va revenir à notre affaire de fonction propre. Alors, une autre dérive courante, et je dirais très actuelle, c'est celle qui consiste dans un premier temps à surinterpréter cette question, quel est le propre de l'homme, et de la transformer en une autre question, c'est qui, par exemple, l'homme est-il supérieur aux autres espèces vivantes, voire l'homme est-il supérieur à la nature elle-même. Et puis, dans un deuxième temps, en déduire que, parce qu'on ne peut pas prouver la supériorité de l'homme, alors ça c'est quelque chose qui est facile à prouver, on en déduit que ça veut dire qu'il n'y a pas de propre de l'homme, qu'il n'y a pas de fonction propre. Alors, bon, pour moi, il s'agit d'un biais de raisonnement, voire d'une manipulation de raisonnement. Et dans cet ordre d'idées,
On nous a affirmé la semaine dernière que personne n'avait trouvé à ce jour ce qu'était le propre de l'homme, et on nous a dit que c'était incontestable. Alors, avant même de chercher à savoir si cette affirmation elle est vraie ou elle n'est pas vraie, et bon, je pensais qu'il n'était peut-être pas inintéressant de regarder quels étaient les penseurs qui s'étaient posés en premier dans l'histoire, chronologiquement, cette question si cruciale. L'homme a-t-il une fonction propre et si oui, quelle est-elle? Ma connexion fonctionne bien toujours? Oui, oui, on t'entend bien. Ah, ok, non, je pensais. Ok. Alors, eh ben, qui ce sont? Ben, c'est les anciens, hein, bien entendu, naturellement, dans l'ordre chronologique. Platon, Aristote, qui ont commencé d'abord par définir la notion de fonction propre de toute chose, puis ils ont ensuite cherché à déterminer quelle était cette fonction propre de l'homme. Alors, cette fonction propre, les Grecs lui ont donné un nom, c'est celui d'ergon, E-R-G-O-N. Ergon, qui est la fonction propre de quelque chose, c'est-à-dire ce qu'une chose, ou ce qu'un homme, ou qu'un homme est le seul ou le plus apte à accomplir. Alors ce mot, il est fondamental dans la pensée éthique des anciens, notamment Platon-Aristote. Chez Platon, l'idée d'ergon, elle est introduite dans la République, livre 1, très exactement, et il l'utilise pour nous dire que chaque chose, que chaque être a une fonction propre, et que son accomplissement de cette fonction propre, c'est-à-dire que chacun fasse ce pourquoi il est naturellement fait, aboutit sur que chacun fasse ce pourquoi il est naturellement fait. Par exemple, donc dans la République livre 1, alors, exemple très connu, très simple, l'ergon d'un œil, c'est de voir. Et donc, plus tard, un peu plus compliqué, on va se demander quel est l'ergon de l'être humain. L'ergon de l'œil, c'est de voir, quel est l'ergon de l'être humain? Quelle est la fonction propre de l'être humain? Alors, on sait que Platon considère qu'il y a une dualité entre le corps et l'âme. Alors, attention, âme, chez Platon, ça veut dire esprit. Hein. Bon, on va pas détailler, enfin, sauf si vous le souhaitez. Et il considère, comme Aristote d'ailleurs, que tous les êtres vivants, alors êtres vivants dotés de mouvements autonomes, c'est-à-dire pas les plantes, tous les êtres vivants dotés de mouvements autonomes possèdent une âme, donc y compris les animaux. Chez l'homme, cette âme, elle est composée de 3 parties, c'est les fameuses 3 parties de l'âme, hein, l'âme désirante ou l'âme concupiscente, celle qui dicte les appétits, c'est l'âme la plus basse dans la hiérarchie ontologique. Hein. Ensuite, il y a l'âme ardente ou l'âme irascible, l'âme qui est liée au cœur, qui dicte notamment les grandes vertus que sont les grandes vertus des anciens, qui sont la volonté et le courage. Et puis, il y a l'âme rationnelle, le logos. Voilà donc, le terme est lâché, le logos, qui est lié à la raison et qui doit gouverner les deux autres. Le logos, c'est donc la partie rationnelle de l'âme, et la partie irrationnelle, c'est les 2 premières parties, donc l'âme désirante et l'âme ardente. Et chez l'animal, la 3e partie, on ne dit pas qu'elle n'existe pas, mais elle est réduite. Elle est très, dans son disons, configuration minimale, sous une forme embryonnaire. Donc, pour résumer, les animaux ont une âme inférieure, hein, âme désirante et âme ardente, c'est-à-dire qui dicte des appétits et qui dicte certaines actions, certaines vertus, et puis, mais ils n'ont pratiquement pas d'âme rationnelle, de logos. Alors, ce qui fait le propre de l'homme, c'est donc cette partie de l'âme rationnelle, c'est la capacité de l'homme à atteindre la vérité par la raison et, alors pour Platon, à s'élever vers les idées, en particulier l'idée du bien. Bref. Alors, chez Aristote, la question de l'ergon, en tant que fonction propre de l'être humain, elle devient complètement centrale. Alors que Platon n'en fait pas son cheval de bataille, Aristote va en faire son cheval de bataille, notamment dans l'Éthique à Nicomachie, où il utilise, pour poser précisément la question qui nous intéresse, quel est l'ergon de l'être humain, après avoir exemplifié le terme par des propositions telles que le couteau coupe, l'œil voit, le musicien joue de la musique.
Alors il arrive à la même conclusion que son maître, Platon, à savoir que l'être humain a un ergone spécifique, qui est bien l'exercice de la raison via le logos, et que c'est cela qui le distingue des autres êtres vivants, et notamment des êtres animés, car tout comme Platon, il considère que la partie rationnelle de l'âme des animaux est beaucoup moins développée que chez les humains. Mais c'est là que tout commence à déraper, parce que Aristote, qui n'a pas la rigueur et la radicalité de son maître, mais qui surtout cherche à se faire une place définitive dans la pensée universelle, il va y réussir, puisqu'il va durer quand même pratiquement 10 siècles, va introduire un nouvel idéal sur la table, la recherche du bonheur. L'homme cherche le bonheur. Dès lors, la fonction propre de l'homme, ça devient la recherche du bonheur, eudémonia, bonheur en grec, donc l'eudémonisme, pas confondre avec l'hédonisme, qui est la recherche du plaisir uniquement. La recherche du bonheur, ça va consister, selon Aristote, alors écoutons bien, à bien accomplir son ergone. Pourquoi bien accomplir son ergone, c'est-à-dire bien accomplir sa fonction propre? Pourquoi bien accomplir sa fonction propre et pas tout simplement, comme aurait dit Platon, accomplir sa fonction propre de façon naturelle afin de conduire son âme automatiquement vers l'intelligible? Eh bien, parce que Aristote, lui, il considère que la raison ne suffit pas, le logos ne suffit pas, encore faut-il l'utiliser bien. Alors cette phrase, on la connaît, on sait que 1000 ans après, Descartes dira la même chose, la raison ne suffit pas, encore faut-il l'utiliser bien. Enfin, la raison est nécessaire, encore faut-il l'utiliser bien, mais il l'utilisera pas avec le même sens, car pour Descartes, bien utiliser sa raison, son ergone, son logo, sa fonction propre, c'est une question de méthode, alors que pour Aristote, le futur champion du juste milieu, vous avez compris que je ne suis pas aristotélicien, ça veut dire vivre, ça veut dire utiliser sa raison de façon vertueuse. Vertu définie comme une médiété, un juste milieu entre l'excès et le défaut. On va passer là-dessus. C'est pas vraiment le sujet. Alors on voit donc que, pour ce qui concerne la détermination de la fonction propre de l'homme, c'est bien Aristote qui a introduit cette confusion dont nous avons parlé, dont j'ai parlé en début de présentation, entre la cause efficiente et la cause finale. La cause première de l'ergone, le logos, étant supplantée par la cause finale, voire remplacée, voire assimilée de façon synonymique, la recherche du bonheur, alors que cette dernière n'est qu'une finalité, un effet de la cause première, le logos. Alors, il faut qu'on explicite un petit peu plus cette notion de logos, sur laquelle Aristote et Platon sont d'accord tous les deux pour en faire le propre de l'homme. On a dit qu'Aristote, comme Platon, pensait qu'il y a une intelligence, une âme animale. Alors, Aristote l'a développé dans le traité du mouvement des animaux, Mais tous les deux restaient dubitatifs sur le fait qu'il existe une perception du bien ou du mal chez les animaux. Car le propre de l'homme, et ce qui le distingue de l'animal, c'est bien pour eux le logos, partie rationnelle de l'âme, uniquement présente chez l'humain. L'animal, je le répète, n'ayant qu'une partie rationnelle réduite, ne pouvant bénéficier de l'appellation logos. Le logos, c'est rien que l'homme. Logos qui, en plus de la parole, parce qu'on a tendance à réduire la définition de logos à logos égale parole, le logos, c'est la parole, mais ça inclut le discours, le calcul, l'argument et surtout la délibération. L'homme délibère. L'animal ne délibère pas. Bon, débat. Chez les anciens, l'homme délibère, pas l'animal. La délibération, c'est-à-dire la pensée réflexive, de balancer entre le pour et le contre. Le logos, propre de l'homme, c'est donc un système complexe comprenant la parole, le langage, la pensée, la réflexion. Un ensemble complexe, non présent chez les autres espèces vivantes, point, barre, pour les anciens. Enfin, Aristote ajoute à la recherche du bonheur une deuxième cause finale, celle de la vie en société. Donc, l'homme est un animal politique. Transformer ainsi le propre de l'homme, le logos, en propre de l'homme, recherche du bonheur, on l'a vu, recherche du bonheur dans la vie en société. Voilà. Et c'est bouclé pour 1000 ans.
C'est dans cette conception qui a duré des 10 siècles, relayée par la scolastique, avant que Descartes ne balaye tout ça en 1637 avec le discours de la méthode, remettant le logos et notamment la parole au premier plan. Il sera suivi ensuite par les philosophes des Lumières qui renforceront encore le rôle de la raison en coupant définitivement les ponts avec la spiritualité. Alors, la spiritualité religieuse, hein, c'est-à-dire le recours à Dieu en tant qu'explication du monde. Alors, en premier lieu, Kant, qui instaure la raison en tant que fondement de la liberté et de l'autonomie, ce qui fait du propre de l'homme une capacité à penser par lui-même, à se donner ses propres lois morales et à agir librement en fonction de sa raison. Ensuite, avec Rousseau, qui dérive, hein, et qui propose une autre idée originale dans le discours sur l'origine de l'inégalité entre les hommes, il dit que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la perfectibilité, voilà, la notion de perfectibilité, c'est-à-dire la capacité à se transformer, à progresser, à apprendre. Bon. Voilà que Rousseau également tombe dans la cause finale, puisque s'il est capable de se transformer, de se progresser et d'apprendre, c'est peut-être parce qu'il a le logos. Alors, à la suite des Grecs anciens et des Lumières, les philosophes contemporains, c'est là que ça se gâte vraiment, ont apporté des réponses beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus critiques et parfois même pessimistes ou négatives à la question « Qu'est-ce que le propre de l'homme ?» Alors très rapidement, Nietzsche remet en cause toute définition fixe de l'homme. L'homme est un animal encore inachevé. Il critique la morale traditionnelle et l'idée que la raison serait l'essence de l'homme. Pour lui, pour Nietzsche, l'homme est un être en devenir, un être de dépassement, c'est le surhomme nietzschéen, sans essence figée. Michel Foucault ira plus loin encore, l'homme est une invention récente dont la fin peut être proche. Il prétend que l'idée d'un sujet humain stable est une construction historique. Il n'y a pas de nature humaine éternelle, mais il y a des discours qui façonnent l'homme à chaque époque. Alors on constatera que ces deux philosophes, en confondant la notion d'essence et de fonction propre, qui disent il n'y a pas de fonction propre, il n'y a pas d'essence, retombent dans le travers d'Aristote en mettant la praxis, hein, donc l'action quotidienne, au premier plan, en ignorant l'intelligible et en définissant l'homme prioritairement par l'action pratique. Du coup, ils mettent à mal les Lumières, et notamment Kant, qui a fait cohabiter la raison pure et la raison pratique, et ils s'éloignent en même temps des causes efficientes, ils s'en éloignent très très loin, pour ne considérer que les artefacts humains, tous évidemment ces artefacts, fonction de l'évolution temporelle de la société et de l'environnement. Alors, celui qui enfonce définitivement le clou, c'est Sartre, qui, dans l'existentialisme est un humanisme, affirme l'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence, donc on remplace l'essence par l'existence, en tant que soi-disant propre de l'homme. Et ça signifie que l'homme n'a pas de nature prédéfinie, il se définit par ses actes, par la liberté qu'il assume, il est entièrement responsable de ce qu'il devient. En extrapolant, mais Sartre ne le dit pas ainsi, hein. Ça veut dire que le propre de l'homme, c'est de se créer lui-même sa propre définition. Ce qui, on l'a compris, n'est pas une définition du propre de l'homme. Dire que le propre de l'homme, c'est de créer lui-même sa propre définition, c'est pas une définition. Ou alors ça signifie, comme on nous l'a dit également la semaine dernière, que le propre de l'homme n'existe pas, ou autre interprétation possible, qu'on ne peut pas le trouver. Alors, d'autres penseurs, tout en s'éloignant de la vision essentialiste, eux aussi cherchent des traits spécifiques. Heidegger, l'homme est un être pour la mort, un être capable de se questionner sur son être et d'assurer sa finitude. D'autres éthiques contemporaines le décrivent comme un être relationnel, vulnérable, notamment Lévinas, l'homme n'est pas d'abord un être rationnel, mais un être responsable de l'autre. Castoriadis, l'humain est un être fragile, dépendant, exposé à la souffrance, ce qui fonde son humanité. Du coup, on constate que non seulement il n'existe plus de définition unique propre de l'homme chez les contemporains, mais qu'il existe même plus de définition du tout, puisque des concepts tels que la liberté, la technique,
la relation, la création de soi, ne sont que des ébauches de caractéristiques communes, des effets émanant d'une cause première qui, elle, n'est pas identifiée, qu'on ne cherche même pas à identifier. Plus encore, beaucoup de penseurs contemporains contestent même l'idée qu'il y ait un propre de l'homme. Ils contestent cette idée au nom de l'historicité, au nom de la diversité humaine et au nom de la critique des anciennes hiérarchies. C'est effectivement la réalité de la pensée contemporaine, mais on ne peut pas en déduire que c'est la réalité de ce que nous cherchons, c'est-à-dire du propre de l'homme. La réalité, c'est que toutes ces interrogations ajoutent encore à la confusion, car aucune n'est capable de poser clairement le problème, ni de le résoudre de façon logique. Parce que, soit on soutient la thèse que le propre de l'homme n'existe pas, qu'il n'y a pas de propre de l'homme. Alors dans ce cas, il faut le prouver, parce qu'il ne suffit pas d'affirmer que personne n'a prouvé le contraire pour le prouver. Il ne suffit pas non plus d'énumérer un certain nombre de penseurs qui l'affirment, qui affirment que le propre de l'homme n'existe pas. Il faut au contraire être capable de donner des arguments rationnels prouvant que le propre de l'homme n'existe pas. Soit, deuxième alternative, soit on soutient la thèse qu'il n'est pas possible de trouver ce que c'est le propre de l'homme. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui en ont donné une définition? Par exemple, les Grecs anciens. Il va falloir contredire leur définition avec des arguments rationnels, ce qui n'est pas fait, ce que personne ne fait. Alors, il y a toutefois, me semble-t-il, une réalité, celle-ci incontestable, me semble-t-il, c'est que très peu, voire aucun penseur contemporain ne daigne se pencher vraiment sur la question du propre de l'homme. Et la question qui me paraît importante, c'est pourquoi? Alors, j'y vois pour ma part. Alors, est-ce que ça, non, ça n'a pas sauté, c'est bon? Voilà. Non. Alors, j'y vois pour ma part. Pourquoi? Pourquoi est-ce que aucun penseur contemporain daigne se pencher vraiment sur la question du propre de l'homme, qui pour moi est fondamentale? J'y vois pour ma part le symptôme d'une faiblesse, tout simplement, de la pensée contemporaine. Faiblesse liée au déclin généralisé de la capacité de réflexion de l'espèce humaine, déclin corrélativement, voire consubstantiellement, au mode de faire-valoir économique, capitaliste, croissanciste, mondialisé. Et de ce point de vue, le refus de la recherche des causes premières me paraît caractéristique d'une société utilitariste omnubilée par une soi-disant efficacité, ignorant les causes pour ne considérer que les effets, à l'image d'une médecine allopathique et curatocentrée qui confond sans même s'en rendre compte prévention et dépistage, la prévention étant la recherche d'une cause efficiente, alors que le dépistage vise qu'à identifier les composantes d'un effet, une cause finale. Eh bien, il en va de même pour le propre de l'homme. Et pourtant, le propre de l'homme a été défini clairement, il y a plus de 2000 ans, par les premiers philosophes. C'est le logos, un ensemble complexe, réunissant l'imagination et l'entendement, producteur de la parole et de la pensée réflexive. Il a été confirmé, cette définition, elle a été confirmée et enrichie à l'époque des Lumières, notamment avec Descartes et Kant, qui ont ajouté à la capacité de penser par soi-même celle de se doter de lois morales. Quant aux penseurs contemporains, aveuglés par la multiplicité des effets de cette cause première appliquée à la complexité du monde moderne, ces penseurs contemporains ne voient malheureusement plus l'arbre qui est à la source de la forêt. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. J'ai vu quelqu'un qui voulait réagir. Eberhard. Oui, je te remercie, Christian, pour cette présentation très méthodique et très synthétique sur cet ensemble-là. Et donc, j'ai eu tout de suite une réaction, et c'est pour ça, parce que je voulais le dire à chaud, et c'est pas très court, comme d'habitude d'ailleurs. Si on ne peut pas prouver ou non
le propre de l'homme, peut-on prouver l'existence ou non de Dieu? En quelque sorte, c'est ça la corrélation directe, en fait, hein, de ce même sujet. Et effectivement, le logos, et donc le logos, on l'apparaît chez évidemment les Grecs, mais évidemment aussi dans l'évangile de Jean. Et tout ça est fondamental. Voilà, c'est juste ma première réaction à chaud. Et je passe la parole aux autres. Bah, je vais enchaîner, ça vous embête pas? Parce que... Non, non. Bah, déjà sur Christian, sur Eberhard, il y a une différence quand même vachement importante. C'est que qu'il y ait un propre de l'homme ou pas, l'homme il existe. Et je suis en train d'en toucher un même à l'instant même. Le Dieu, bon bah voilà, celui qui l'a touché. Prouve-le, prouve-le. C'est peut-être de l'intelligence artificielle, on va savoir. Je parlais du propre de l'homme. Oui, oui, bah, c'est bien ce que je dis. Ah non, c'est pas la même chose. Ah bah le propre de l'homme. Ah oui, mais tu compares l'homme et Dieu. Ah bah le propre de l'homme, ça on ne sait pas. Enfin, et là du coup j'enchaîne sur ce que disait Christian. C'est de deux choses l'une. Soit ça n'existe pas, il faut le prouver. Là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est celui qui affirme quelque chose qui doit le prouver. Hein. Moi, je peux t'affirmer qu'il y a actuellement, sur la face cachée de la Lune, des petits extraterrestres verts qui sautent. Mais on ne peut pas les voir parce que c'est de l'autre côté de la Lune. Et je te dis, prouve-moi le contraire. Non. C'est à moi de prouver ce que j'affirme qu'il existe quelque chose, qu'il existe le propre de l'homme, qu'il existe des petits bonhommes verts qui sautent sur la face cachée de la Lune. Donc là, on ne prouve pas la non-existence, on prouve l'existence du concept, du précepte qu'on affirme. Après, on peut juste apporter des arguments, puisque quand je ramène une preuve, de la non-existence de quelque chose. Ce que j'ai essayé de faire dans la première présentation, où je finis par questionner justement la question, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est une bonne question? Parce qu'au final, c'est ça le truc, est-ce que c'est une bonne question? Alors, si c'est pas trouvable, donc tu dis il faut réfuter pourquoi est-ce que plein de gens se posent cette question, pourquoi plein d'auteurs antiques, auxquels tu n'as pas cité Épicure, comme toujours quand on cite les antiques, on oublie Épicure, on pense à un jeu. Moi je dirais, donc pourquoi est-ce qu'ils ont, énoncé se sont penchés sur cette question? Ça remonte très loin, hein. Ça remonte très loin parce qu'effectivement, dès les animistes, on voit bien que l'homme, il se met à distance déjà de la nature. Alors il ne le fait pas encore de façon consciente, on le fera qu'avec justement l'invention du logos, mais déjà il se sent différent, il se sent spécial par rapport... Et donc, il a envie de comprendre ça. Mais ça, c'est typiquement une cause finale. Tous ces penseurs, en finale, en cherchant un propre de l'homme, sont effectivement dans la cause finale. Donc d'ailleurs, tu l'as montré quasiment dans tout ton développement. Donc le point qui reste, je dirais, focal dans ce que tu dis, c'est en fait ce qui distingue l'homme, c'est le logos. Mais tu l'as dit toi-même avant, au fond, le logos, les animaux l'ont aussi, mais à un degré moindre. Et je ne dis rien d'autre. Je ne dis rien d'autre, effectivement. Donc, c'est pas vraiment le propre de l'homme, parce que si c'était le propre de l'homme, ça serait une caractéristique qui lui serait unique et propre. Le propre, c'est bien ça que ça veut dire. Propre, ça veut dire que c'est chez ce genre-là et que c'est pas ailleurs. Sinon, c'est que c'est pas le propre. Parce qu'il y a effectivement, ce qui est propre, entre guillemets, c'est un ensemble de caractéristiques qui sont uniques à l'homme. Mais qui sont uniques au chat aussi. Le chat a un ensemble de caractéristiques qui lui sont complètement propres. Hein. Donc, plus ou moins proche avec d'autres animaux, etc. Comme nous, on est plus ou moins proche avec certains singes, certains animaux. Donc c'est bien ce que je disais, il y a des différences de degrés, mais chaque espèce, mais il n'y a pas de différence de nature, il n'y a pas de différence de fonction. Hein. Là, on revient à la fonction. La fonction, c'est la même, sauf qu'elle est plus développée. Chez le chien, la fonction olfactive est extrêmement plus développée qu'à la nôtre, etc. etc.
Voilà, donc du coup, et effectivement, c'est des causes finales. Et pour s'écarter de ça, alors tu parlais de Kant, de la lumière, de la morale, des lumières, de la perfectibilité de l'homme chez Rousseau. Ça, pour moi, ce sont encore des causes finales. Et c'est ce qui distingue, au fond, l'éthique de la morale. Et c'est pour ça que ça, je pense que c'est quand même très important. Par contre, effectivement, il y a une éthique qui, elle, est intemporelle et éternelle, et qui transcende l'espèce humaine, et qui transcende chaque éthique, je dirais, chaque espèce a aussi une éthique, enfin, surtout chez les animaux sociaux, a une éthique propre, mais qui vient du fond des âges, justement. Hein, qui n'est pas une morale. Je parle de morale chrétienne, morale protestante, etc. On voit bien que ce sont des choses qui sont très temporaires, en effet. La différence, c'est que l'éthique, elle vient du fond de l'espèce, justement, comme le fait qu'on ait des yeux ou qu'on ait des choses. Alors, il y a tout un pan de recherche, deux pans de recherche importants, c'est la psychologie évolutive et la sociologie évolutive, donc qui applique la théorie de l'évolution à ces champs. Voilà, bon, je reviens pas sur ce qu'on a dit la semaine dernière, mais j'aurais eu des choses à dire aussi, mais je pense que on est déjà à une demi-heure, donc je cède la parole. À qui la voudra bien? Quelqu'un? Bon, bah moi, je veux bien. Vas-y, Claude. Alors, d'abord, je veux remercier Christian, dont j'ai retrouvé avec bonheur une certaine rectitude de pensée. J'aime bien la façon dont il pose les choses, hein, entre les causes efficientes, les causes premières. Ouais, ça demande il faudrait beaucoup de rigueur, bon. Et qui traverse aussi, qui nous fait traverser un certain nombre de penseurs, de philosophes. Voilà, ça je trouve ça très intéressant. Moi, ce qui me correspond, et je le développerai davantage la prochaine fois, bien entendu, ça serait finalement, au final, plus la pensée de Sartre. C'est-à-dire que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire qu'on est capable, l'homme est capable de définir son essence. Effectivement. C'est ça le propre. C'est ce qui est propre. Et on est capable. Il a cette possibilité-là. Alors, est-ce que c'est fixer le propre ou pas? Ben oui, c'est quand même propre, parce que par rapport à l'animal, évidemment, on est capable de choisir sa propre morale ou sa propre éthique, comme vous voulez, enfin, en tout cas, de définir le bien et le mal. On est capable, on a cette capacité à penser, à réfléchir, etc. Donc, le logos, oui, mais le logos, il ne faut pas le voir dans une vision étroite. Au fond, par exemple, Descartes a l'air, tel que tu le présentes, il a l'air de balayer Aristote à un moment donné. Pas tout à fait quand même, parce que d'une certaine manière, la descendance de Descartes a quand même rétréci Descartes et a rétréci, je dirais, la raison à une raison raisonnante qui exclut la dimension morale de l'homme. Ça, c'est très important, cet aspect-là des choses. C'est-à-dire, si on est dans la raison raisonnante, on a la science. La science, c'est ça. La science, elle ne définit pas le bien et le mal. Mais elle est sèche. Elle n'amène pas de réponse sur le plan métaphysique. En tout cas, moi, j'en vois pas de réponse à ce niveau-là. Et nous, c'est à ce niveau-là qu'on s'interroge. Donc, l'existence précède l'essence. Oui, on est existant au monde, on est là. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire de moi? Mais j'ai la capacité tout d'un coup à penser ça. Qu'est-ce que je vais faire de moi? Qu'est-ce que je vais faire de moi avec les autres, dans la vie sociale? Comment on va vivre ensemble? Et qu'est-ce que c'est que bien vivre ensemble? Il n'y a que l'homme qui se pose ces questions-là. Les animaux, tous les animaux ont un instinct, donc des lois de leur espèce sont fixées et leur liberté est à l'intérieur de ces lois-là rigoureuses. Nous n'avons pas de loi. L'homme est capable de faire vraiment des choses abominables comme des choses absolument merveilleuses et grandioses, quoi. Du tout au tout. On est capable aussi de progresser, comme tu le disais, comme Rousseau l'a pointé, etc.
Bref, enfin, c'est vraiment intéressant de reprendre la lignée des penseurs. Ça me donne tout d'un coup envie de revenir dessus, mais ça serait vraiment énorme. Voilà. Et pour moi, il reste quand même un propre de l'homme, je vous le dis tout de suite. Enfin, c'est donc dans cette capacité à choisir son essence. Pourquoi? Mais parce que l'homme est à l'image et ressemblance du Créateur lui-même. Donc on est nos propres créateurs. C'est toute la difficulté. C'est terrible, en même temps, c'est terrible. Parce qu'en même temps, on s'aveugle à soi-même. D'après ce qu'on voit, ce qu'on croit, ce qu'on fixe, nous illusionne en quelque sorte sur le fond, sur les causes premières justement, de tout ça. C'est comme ça que l'homme peut aussi très bien dire à Dieu, bah, écoute, va te faire voir ailleurs, je s'en fous. Hein, et c'est ce qu'il a fait. Donc, il y a un propre de l'homme, il est enfant de la vie, avec un V majuscule, enfant du Créateur. Et le problème, c'est qu'il ne le sait plus. Son grand problème, c'est ça. Voilà, bon. Après, je développerai un petit peu plus, évidemment, sur cette dimension-là. Voilà, en gros, c'est comment je vais réagir. En tout cas, merci, Christian, parce que tu m'as apporté des billes ici pour mon exposé. Je reprendrai. C'est le but, oui, je pense. Ah ben oui. Ça m'évite de refaire des recherches. Très bien, merci. Christophe, je voulais... Oui. Alors moi, le propre de l'homme, cette recherche, elle me fait peur en fait quelque part, parce que, par exemple, estimer que le logos soit le propre de l'homme, ça veut dire qu'on serait en mesure d'exclure des gens qui n'apparaîtraient pas posséder le logos, et ça me fait un peu peur. Du Très coup, bon argument. est-ce que vraiment pas des la hommes. définition de départ qui avait été donnée que le propre de l'homme, c'est d'accomplir ce qui est sa fonction naturelle, ça serait plus intelligent, mais en fait, en même temps, quand on y pense, ce serait la fonction de toute chose. C'est quelque chose de beaucoup plus universaliste, puisque, en fin de compte, un arbre accomplirait sa fonction, un caillou aussi, peu importe, le soleil. Moi, je suis plus à l'aise avec ce genre de choses. Et mine de rien, il y a cette notion, quand on pense à l'homme, quand il est créé, que ce soit par Dieu ou par la nature, de se dire, bon, ok, finalement, le propre de l'homme, c'est à quoi il sert. C'est plus à quoi il sert que qu'est-ce qu'il est. Parce que qu'est-ce qu'il est, c'est un objet particulier avec des particularités, ok, physiques, physiologiques, matérielles, des capacités. Je suis même pas sûr. Enfin, c'est compliqué parce que les capacités sont associées au matériel que l'on possède. Ou est-ce que du fait d'avoir un meilleur outillage ou un outillage différent fait de nous quelque chose de différent? Bah, ça implique à créer des frontières, par exemple, entre des gens qui ont des fonctions différentes. En fait, j'ai presque l'impression que cette recherche du propre de l'homme, elle est là pour remplacer, en tout cas, elle peut dériver vers une segmentation de l'homme en lui-même. C'est cette capacité peut-être à se séparer de tout, de se diviser, de s'isoler quelque part, comme un objet particulier, et de vouloir absolument que les autres soient différents. Alors la question que je me pose moi avec Dieu, de toute façon, après la réponse elle est assez simple, c'est que on est souvent en train de dire que voilà, on est à l'image de Dieu, mais au final, si Dieu nous a fait, c'est bien qu'il y a une fonction, on sert à quelque chose pour lui dans sa tête. Ok, il n'est pas au courant, il nous le dit pas ou on n'est pas capable de comprendre, mais je trouve que c'est au final c'est un peu léger. Je trouve ça intéressant, hein. Faudrait creuser le sujet, mais bon, voilà. Donc, non, moi, ce qui me pose le plus problème dans le logos, c'est il y a des gens qui seraient pas, qu'on évaluerait comme incapables de logos et qui seraient du coup sortis de l'humanité. C'est hygiéniste, ça fait peur. Mais
Voilà, mais ça porte son sens, quoi. On crée des catégories. Mais, Christophe, je peux te poser une question? Oui. Je comprends pas pourquoi tu as cette objection, parce que tu as une notion de logos qui paraît très restreinte. L'accession au logos, ça suppose, je dirais, la compréhension et la coexistence avec tout ce qui existe, sans distinction, sans faire justement de discrimination. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, mais il y a des êtres humains que tu jugeras incapables de l'avoir, de posséder cette chose. Mais je ne juge pas. C'est pas une question de juger ou de pas juger, c'est une question que le logos n'appartient pas à tout le monde et n'est pas accessible à tout le monde. Donc il y aurait des gens qui seraient moins humains que d'autres. La logique, elle est là. La raison, tout le monde l'a. Plus tu as de logos, plus tu serais humain, et moins tu as de logos, plus tu serais ce qui correspond bien à notre société d'ailleurs. Notre société, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas plus ou moins de logos. Descartes a dit mais ils ne mettent pas en avant le logos. Après, c'est la façon de s'en servir. Et la raison, elle est identique. Comme on a un pied, bon, à moins handicapé, hein, et comme on a un pied et une main, on a la raison. Donc ça c'est bon. Ta crainte, Christophe, à mon avis, elle est hors sujet quand on parle du. Oh non. Si, pas hors sujet du tout. Non, hors sujet dans la mesure où le logos, on l'a défini comme étant quelque chose qui appartient à tout le monde. Et y compris aux animaux. Donc il n'y a plus de propre de l'homme. On a repris ensuite en disant la raison, elle appartient. Tout le monde a la raison. Après, il s'agit de l'utiliser plus ou moins bien. Donc il y a la pratique du logos, l'utiliser bien le logos à la façon d'Aristote, à la façon de telle personne. Mais la crainte c'est très important ce que tu dis, Christophe. Je crains que le logos soit, disons, ostracisant. Non, le logos, c'est la raison, tout le monde l'a de façon identique. C'est très important. Oui. C'est compliqué quand on est face à des équilibres mentaux. On peut dire que c'est pas vrai. Alors à ce moment-là, il y a un autre débat. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont plus ou moins intelligents, on le sait. Non, c'est pas la raison. Ah bah si, c'est la raison. La raison, il a des capacités que d'autres n'ont pas. Bon, alors là, on est au fond on est au cœur du réacteur. Ouais, mais c'est l'intelligence intelligente. Et donc, on a une différence de degré. De nouveau, on a une différence de degré. Non, la raison, tout le monde a la raison. Tout le monde a la raison. Ensuite, il y a l'utilisation, toujours la cause finale, la cause efficiente et la cause finale. La raison est une donnée, hein, comme le foie, ou alors on considère que l'homme n'a pas d'esprit. Tout le monde a la force. L'homme est un automate, un mécanisme, comme la métrie ou Leibniz. Mais à partir du moment où on considère qu'il y a une spécificité de l'esprit humain, il y a des caractéristiques qui sont identiques pour tout le monde. Tout le monde, tous les êtres humains ont des pieds et tous les êtres humains ont de la raison. Bon, ensuite, elle est utilisée plus ou moins bien. De même qu'un pied, un athlète qui va être champion olympique, il utilise mieux son pied. Bon, non, mais il utilise mieux son pied. Il a des capacités qui sont supérieures. Tu as des gens qui sont naturellement plus forts que d'autres, sont plus musclés que d'autres, par nature, de naissance. Les Noirs, par exemple, ont une structure musculaire différente des Blancs. Et c'est ce qui fait que les Noirs ne nagent pas bien parce qu'ils sont plus lourds et ils ont tendance. Certains même coulent au fond des piscines, hein, et qu'ils courent plus vite. Voilà. Ça, c'est des différences physiologiques. La force, même dans une même race ou dans tout ce que tu voudras, tu as des gens qui sont plus forts que d'autres. Point barre. Ils sont musclés, tu as des plus grands, tu as des plus petits, etc. Et pour l'intelligence, la capacité de raisonner, c'est la même chose. Et puis les jambes, il y a des gens qui naissent en jambes. Tout le monde a de la force musculaire, tout le monde a... Mais plus ou moins, eh bien, c'est la même chose. Donc à partir de là, si on fait cette discrimination sur le go, avant c'était sur la force, effectivement. C'était celui qui pouvait casser la gueule à l'autre. Hein. C'était ça la hiérarchie. Oui, il utilise plus sa force. Bon, mais il y a une donnée, il y a un pied. Alors, il y a des différences. Oui, il y a des différences, mais bon, c'est la différence du don avec le travail, de don et travail.
Un blanc qui est moins costaud qu'un noir, s'il s'entraîne plus, il va arriver à courir plus vite qu'un noir qui ne s'entraîne pas. Voilà. Oui, ça sans doute. Il y a Franck qui veut peut-être dire quelque chose. Notre ami Franck. Non, Il y a Franck, j'ai on va parler encore. écouté. Ça 100 balles. Et Eberhard aussi. Non, mais, enfin, il y a un terme, moi, qui me heurte un peu, que j'ai tendance à réfuter, c'est le terme de supériorité. Même si, effectivement, l'homme dispose de capacités, de particularités qui le distinguent du règne du vivant, est-ce que ça en fait pour autant un être supérieur? Alors moi, ce qui me gêne, supériorité, hein. À un moment donné, il y a eu le mot supérieur. Il y a eu le pour mot le réfuter, pour dire que c'était pas ça qu'on cherchait en cherchant le propre de l'homme. Tout à fait. Donc, en fait, c'est vrai que je prolonge un peu cette réfutation parce que le danger de la supériorité, c'est que l'histoire nous a montré qu'en fait, c'était une sorte de concept qui, au final, s'appliquait au sein de sa même espèce. Et il y avait des races supérieures, il y avait des races inférieures, et on sait ce que ça a donné. Hein. Ça s'est souvent soldé par des joyeux génocides et des massacres. Donc, en fait, je ne pense pas que ce propre de l'homme, s'il existe, parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à concevoir le propre de l'homme, ne peut en aucun cas s'illustrer par ce genre de concept. Par contre, le fait que l'homme soit doté d'une intelligence, ça ne veut pas dire que les animaux n'en ont pas, hein, mais ce pouvoir d'exacerber son intelligence me semble assez intéressant à travers trois domaines qui est simplement la connaissance, la compréhension et la projection. Alors la connaissance de son milieu, certes les animaux connaissent leur milieu aussi, la compréhension du milieu, elle existe aussi dans le monde animal, mais peut-être une certaine particularité qui est la possibilité et la capacité pour l'être humain de conceptualiser à la fois l'espace, ce que l'animal ne fait pas, et le temps aussi, la temporalité. C'est-à-dire la conception humaine, c'est une projection dans le temps, et pas une projection à court terme, parce que ça existe aussi dans le monde animal, mais c'est souvent réactionnel à une situation bien précise, et ça ne dure pas. L'être humain va pouvoir élaborer des stratégies dans le temps, sur le long terme. Et je pense que cela, c'est une caractéristique, et là je me garderai bien d'utiliser le mot propre encore une fois, une caractéristique de l'être humain qui a justement mais d'une manière biologique, hein, c'est pas quelque chose qui est le reflet à la fois d'une liberté, c'est aussi l'évolution d'une biologie qui fait que son cortex a augmenté en capacité, les connexions neuronales sont présentes, et ça c'est très typique chez l'être humain. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que ça ait touché. Alors certains vont dire par la grâce, puisqu'on va le propre de l'homme chez certaines personnes vont occasionner ou vont générer des histoires de création divine, des histoires de Dieu qui sont à l'origine de leur propre apparition pour bien affirmer leur particularité sur le règne du vivant. Mais au final, on reste quand même dans des particularités biologiques essentiellement déterminé par la biologie, par le milieu, et avec une part de réaction, mais aussi une part de choix que je n'appellerai pas un libre arbitre. En fait, c'est un choix qui est extrêmement orienté, un choix qui est dicté en fonction des circonstances. Ce que l'animal ne peut pas faire. L'animal subit souvent une situation où s'il ne la subit pas, ça va occasionner un changement total au niveau de l'espèce. Et là, il semblerait que sur le plan biologique, le choix se soit arrêté sur cette espèce d'hominidé qui progresse. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un progrès lorsqu'on voit l'état du monde, sur la base d'une augmentation de la conceptualisation, d'une augmentation de la rationalisation. Voilà. Moi, c'est cette idée, ce concept qui
qui me touche en ce qui concerne la particularité de l'être humain et non pas son propre. Et pour terminer, un petit clin d'œil à Christian, parce que tu as parlé que l'être humain confondait aussi par moments dépistage et prévention. Comme je suis dans le domaine médical, j'ai rebondi dessus. Non, il n'y a pas de confusion entre le dépistage et la prévention. Le dépistage, finalement, c'est une stratégie utile devant un ennemi que l'on connaît. Le dépistage est un allié de la prévention. Par contre, effectivement, peut être un autre outil, une autre stratégie en cas d'échec de la prévention. Voilà, c'est un petit clin d'œil humoristique. Et j'allais quand j'ai entendu parler de l'inégalité de certaines capacités dont a témoigné Luc, ça m'a fait penser au fameux sketch de Coluche qui disait que pour certains, ça serait très difficile. Sans rentrer dans les détails. Excuse-moi Luc, mais ça m'a fait tout de suite penser à ce sketch. Mais c'est une réalité. En même temps, c'est une réalité. Dur, voilà. Ouais, effectivement, c'est une réalité. Et j'allais dire, la bien-pensance politique maintenant ne nous permet plus effectivement de parler de races humaines qui ont qui ont leurs particularités. Effectivement, ce que tu as dit sur les Noirs qui ont des grandes difficultés dans certains sports, voilà, ça n'est pas un jugement, c'est un fait, c'est tout à fait, absolument, Ouais, qui est propre à leur qui n'est pas propre à leur espèce, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, on ne peut plus dire qu'au sein de l'espèce humaine, il y ait des différenciations, alors que ça existe. Hein. Et sur le plan médical, sur le plan de la physiologie, sur le plan de l'anatomie, il y a certaines différences qui empêchent d'ailleurs des problèmes de compatibilité de greffons, des choses comme ça. Mais ça, il faut plus en parler, parce que automatiquement, le concept de race vous amène finalement à porter un jugement de valeur, alors que au départ, pas du tout. Je ne porte pas de jugement de valeur entre la race des Maine Coon, la race des Siamois, quand je parle de l'espèce féline. Donc, moi, c'est tout. Deux petits points. Je pense qu'effectivement, le mot race est un peu piégé. Comment ils s'appellent, les gens qui font les arbres, là, machin, ils parlent de sous-espèces. Il y a les espèces, donc compatibles pour se reproduire, et il y a des sous-espèces. Dans l'humanité, il y a aussi des sous-espèces, tout simplement. Et donc, je pense qu'il faut simplement prendre, c'est les biologistes, je crois, qui disent ça, ils parlent de sous-espèces. C'est fréquent, enfin, ça existe dans plein de trucs. Et puis sur l'histoire des Noirs, je le tiens qui nage pas, moi j'ai appris à nager tardivement et je suis allé à un club qui s'appelle le Pied dans l'eau, donc qui apprend aux adultes à... Et c'est eux qui me l'ont dit. Ils ont dit, ils essaient donc, ils font nager des gens et tout ça. Puis la première des choses qu'ils vous font, c'est à flotter. On flotte sur l'eau. Eh bien, eux, ils ont constaté, donc c'est quand même des professionnels, entre guillemets, de leur truc, ils avaient eu un gars, un noir qui venait, et lui, il flottait pas. Il se mettait sur l'eau, il allait au fond, directement. Et voilà. Donc c'est factuel, je dirais. Quoi. Absolument, oui. Eberhard, excuse-moi de cette digression. Oui, c'est juste par rapport aux problématiques de la race. Bon, ça date de 1918 et de Oswald Spengler. Lui, il pense que, bon, bien sûr, il y a quelques différences entre le corps des différents êtres humains de différentes races. Il ne faut pas oublier, 1918, c'est vraiment l'époque où, en fait, on essayait de faire de la biométrie, des trucs comme ça. Mais lui, Oswald, il s'oppose violemment contre cette conception de la race, parce qu'il pense que c'est plus, dans le sens race, c'est faire race dans le sens pas biologique, mais dans le sens de confrérie, de sens de communauté de vie. Lui, il dit plutôt la race des aristocrates, ou la race des paysans, ou la race... Donc, dans un sens que, à la fin, ils se ressemblent du point de vue des chairs, parce qu'ils ont les mêmes efforts à effectuer. Mais même, il parle de la race des Juifs, non pas en tant que race juive, mais en tant que... Parce qu'ils ont été dans les mêmes conditions de vie, dans les villes, dans les ghettos et tout, et que ça crée des mentalités qui sont convergentes. Donc, c'est plutôt de la race dans le sens de comportement collectif humain, qui fait même, des fois, comme il dit à un moment donné, chez les vieux couples, l'homme et la femme se ressemblaient, tellement ils ont vécu ensemble.
Voilà, c'est juste pour un petit élément supplémentaire. Voilà. Alors, peut-être Christian pour une conclusion. Pardon. Peut-être Christian pour une conclusion. Ah bah, il est deux fois, Christian. Oui, non, mais je viens d'avoir une saute de. Non, j'ai pas de conclusion parce que j'ai noté au fil de l'eau, au fil des interventions des uns et des autres, un certain nombre de choses que je voulais dire, mais ça serait trop long. Bon, simplement, je rappelle que ma conclusion, c'est que le propre de l'homme, c'est le logos, que le logos, ben, comme ma conclusion, attention, c'est pas une preuve. Hein. Bon, je dirais juste un mot sur l'histoire de la preuve. Il n'y a rien à prouver. Hein. Il y a à prendre une position. Voilà. Par contre, on peut effectivement combattre des positions qui ont été prises. C'est-à-dire que les Grecs disent que c'est l'ergon, ce n'est pas vrai, et donc je vais apporter des arguments. Bien. Moi, je suis d'accord avec cette définition du propre de l'homme comme étant la fonction essentielle, la fonction, voilà, et que c'est une quête, une recherche qui est sortie des radars, c'est-à-dire qui n'intéresse plus les penseurs contemporains. J'ai donné une explication, mais qui est très rapide, et je pense qu'il est intéressant de savoir pourquoi c'est un sujet, soit qu'on évacue en disant il n'y a pas de propre de l'homme, soit dont on ne parle pas. Peut-être aussi qu'il y a une crainte qu'a évoqué Christophe, à mon avis, sur un objet qui n'est pas à craindre, mais le fait même qu'ils le craignent, ça veut dire qu'il y a un état d'esprit sans doute autour de ça qui pose problème. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, monsieur. La semaine prochaine, donc, Claude nous présentera sa vision du propre de l'homme.